Et voilà, bonjour les amis, eh bien écoutez, je viens de lancer l'enregistrement qui devrait, voilà, l'autofocus est en autofocage, et donc je vais pouvoir apparaître à l'écran. Coucou, me voilà. Salut les copains, je suis navré, il est tard, je commence cet enregistrement, il est plus de 19h30, donc je pense que ça arrivera tardivement dans la soirée et dans la nuit, ce JT du grenier, mais que voulez-vous, c'est les aléas du direct, d'internet qui marche pas, du vent qui souffle, de la tempête qui s'abat sur la ligne internet, et donc ma ligne internet s'oxyde je pense, et en tout cas j'ai des gros problèmes avec mon ADSL qui n'est pas très véloce dirons-nous, et encore ça c'est quand il marche. Alors, cette semaine, on va aborder un sujet qui, à mon avis, va vous plaire grandement, puisque ce sujet, c'est l'état profond. Voilà, donc l'état profond, le vrai pouvoir à abattre. Je vais vous parler de ce magazine, de ce qu'il raconte. Vous allez voir également comment je travaille avec mes petites notes de lecture, mes fiches, mes post-it sur à peu près tous les bouquins que je lis, que j'annote, que je souligne, que je stabilobosse, voilà, et que je synthétise et que j'analyse. Et donc voilà, donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. C'est super intéressant. Donc état profond, complotisme, le vrai pouvoir qui nous dirige, ce sont des vrais sujets, des vraies questions. C'est abordé dans ce bouquin qui est, enfin un bouquin, qui est une revue en fait, c'est la revue de Michel Onfray, Front Populaire, pour ceux qui ne connaîtraient pas, bien que je pense que vous ne devez pas être très nombreux à être passés à côté de cette nouvelle revue. C'est un trimestriel, il y a 4 numéros par an, de ce que j'ai, oui c'est bien ça, et donc ça c'est le numéro 2 d'automne 2020, qui est en vente dans tous les kiosques et marchands de journaux et maisons de la presse et de France et de Navarre. Et je voulais vous en parler parce qu'en termes de réflexion, c'est certainement l'un des bouquins, je dis bouquin parce qu'en fait, d'abord ça a le prix d'un bouquin, ça coûte 14,90 €, donc il faut quand même avoir un petit peu de sous, et puis surtout ça fait 160 pages, ouais, donc vous voyez c'est quand même, voilà, c'est épais comme un gros doigt, donc ça fait 160 pages de recherche, donc c'est des ouvrages, ça c'est à mi-chemin entre une revue, un bouquin, mais en revanche, les sujets qui sont traités là-dedans sont absolument passionnants. Alors, moi, je voulais commencer par vous définir un petit peu ce qu'est l'état profond. Et l'état profond, c'est ceux qui dirigent véritablement et façonnent nos vies sans en avoir reçu le mandat des peuples. En clair, ce sont des gens qui dirigent vraiment, mais qui ne sont pas élus. Nous savons qui ils sont, nous savons comment ils le font, et nous savons même pourquoi ils font ce qu'ils font. Et c'est quand même très intéressant d'en discuter un petit peu de manière complètement ouverte et à visage découvert pour voir un petit peu de qui il s'agit, comment ça fonctionne, comment ça marche et quelle est la réalité derrière tout ça, puisqu'il y a tous les fantasmes complotistes que l'on peut trouver et puis il y a évidemment la réalité des faits et moi j'ai vu cet état profond très clairement enfler, gonfler, se constituer et on peut dater ce phénomène d'un événement, à partir d'un événement historique qui est assez, évidemment, point de départ assez remarquable, qui est la chute et l'effondrement du mur de Berlin, donc la chute du communisme, et le capitalisme, si vous voulez, dans sa version la plus libérale et la plus outrancière, a vu disparaître son contre-pouvoir naturel de l'époque, qui était le communisme. Donc de 1917 à 1989-90, et bien évidemment, enfin 91 pour la fin de l'URSS, et bien évidemment, nous avons un contre-pouvoir phénoménal qui vient limiter les excès du système capitaliste et les excès, les tendances naturelles à l'excès d'un certain nombre de gens. Et c'est l'effondrement du communisme qui va faire qu'on va pouvoir visualiser aujourd'hui ce qu'il s'est passé dans les 30 dernières années. Et ce n'est pas un hasard que ça se soit produit comme ça. Et donc, j'y reviendrai dessus, mais l'un des grands objectifs de tout ce qui se passe, c'est l'annihilation, la suppression, la destruction systématique de tout type de contre-pouvoir pouvant entraver la bonne marche de ce que moi j'appelle et de ce que moi je nomme le totalitarisme marchand. Et nous allons y revenir. Alors,
le deep state en anglais, hein, deep state, donc deep c'est profond, state c'est état, donc traduction littérale, l'état profond, c'est pour exprimer le fait qu'un groupe, parti, entreprise industrielle, corporation acquiert un pouvoir tel au sein de l'état qu'il peut échapper à son autorité, voire lui dicter ses volontés. Et c'est exactement ce qu'il se passe, c'est exactement ce à quoi nous sommes confrontés. Nous avons des lobbies, des communautés, des regroupements, des groupes d'intérêt qui, évidemment, dictent leur propre agenda aux États, qui, évidemment, sont de moins en moins puissants, ne pensent plus leur puissance, ne pensent plus leur souveraineté, ne pensent plus non plus leur raison d'être. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important également, la raison d'être d'un État et la raison d'être de son système, notamment démocratique, et de ses institutions. Et donc, de plus en plus, tout est organisé pour que le contrôle du citoyen, de l'électeur, soit de moins en moins utile, et donc entrave de moins en moins le fonctionnement de toutes ces institutions, de ces gens qui ont qui gravitent là-dedans, qui ont complètement infiltré toutes ces institutions. Et donc, que nous votions ou que nous votons pas, aujourd'hui ça ne change rien. Je vous prends l'exemple de nos élections municipales. J'ai voté moi dans ma petite ville pour mon maire, et donc un maire a été élu, parfait, mais ce maire en réalité dirigera presque rien, puisque de plus en plus de compétences sont transférées à l'intercommunalité, et ces regroupements de communes en réalité, eh bien moi en tant qu'habitant de ma ville, je ne vote pas pour le président de mon interco. Ce sont des grands électeurs, que sont les maires pour qui nous allons voter, chacun dans nos villages respectifs, et qui constituent une interco. Et donc ce sont ces, entre guillemets, petits grands électeurs locaux qui vont décider, entre eux, du choix du président d'interco, des vice-présidents. Ils vont se répartir les postes, mais entre eux, sans aucun contrôle de la part du peuple, sans aucun contrôle démocratique. Donc en réalité, vous votez pour un maire qui n'a pas de pouvoir, et celui qui a le pouvoir, vous ne votez pas pour lui, c'est le président de votre interco, aussi sympathique soit-il, et j'ai aucun procès d'intention à faire à quelque président d'intercommunalité que ce soit. Simplement, factuellement, ce ne sont plus des gens élus. Ils sont élus de manière indirecte, via un suffrage indirect, et en plus, ça ne représente pas forcément ce que les gens auraient souhaité. Et puis bon, voilà, c'est encore une fois une question à poser aux gens, c'est-à-dire qu'on a organisé le système comme ça, on nous a organisé le système comme ça, mais on ne nous a pas dit est-ce que vous en voulez, est-ce que vous en voulez pas, est-ce que vous voulez voter au suffrage direct pour votre président d'intercommunalité, par exemple. Donc voilà ce que c'est typiquement que le deep state, l'état profond. Vous avez des institutions qui fonctionnent sans que vous ayez votre mot à dire dessus, elles fonctionnent absolument sans vous, et même, je dirais mieux, elles veulent surtout fonctionner sans vous. Vous êtes le problème. You are the problem. Des outils, une méthode, une idéologie. Et oui, l'état profond, c'est des outils, une méthode, une idéologie, et tout ça, c'est extrêmement construit. Alors, ils en parlent dans cette revue Front Populaire. On va démarrer par le piège mental des fake news. Alors, je ne vais pas, évidemment, tout vous divulgacher, mais le piège mental des fake news, je pense qu'on va vous allez voir à peu près à l'écran. Et je vais vous donner lecture. Petit résumé de ce qu'il faut retenir, si vous voulez. La chasse aux fausses nouvelles est lancée comme on s'en prenait jadis aux sorcières. Pourtant, les vérités de la grande presse, dans leur collusion avec les intérêts des puissants, ne sont-elles pas elles aussi des armes idéologiques qui servent en l'occurrence l'agenda politique de l'État profond? La bien-pensance médiatique prédéfinit ainsi le champ des bonnes décisions démocratiques et des mauvaises, afin de façonner subrepticement l'opinion. Quand Emmanuel Macron démissionne de son éphémère poste de ministre de l'économie, globalement, Emmanuel Macron est un illustre inconnu en France. Il n'a aucune légitimité politique, il n'a jamais été élu, il n'a aucun parti, peu importe qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est factuel. Et puis, la bien-pensance médiatique, la pression médiatique va permettre de fabriquer Emmanuel Macron en tant que candidat, va permettre de fabriquer En Marche en tant que mouvement, avec, si vous vous souvenez, pour ceux qui ont suivi un petit peu ça, on allait même jusqu'à avoir des gens qui étaient presque des figurants dans les meetings d'En Marche pour faire croire que c'était plein. Hein. Donc, évidemment, les médias fabriquent les vérités, fabriquent
fabrique le consentement. Ça, c'est une expression de Noam Chomsky, un grand intellectuel américain, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « La fabrication du consentement » et qui décrypte extrêmement bien, qui analyse extrêmement bien le poids des médias, leur influence. Et donc, quand les médias se mettent d'accord ou partagent un même objectif, eh bien, ils réussissent, en faisant entendre cette petite musique, eh bien, à faire passer les nouvelles idées et celles qu'ils souhaitent. Donc, évidemment, les fake news, c'est le fait de s'arroger ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Et donc, c'est en gros de se donner le droit de définir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ce qui a le droit d'être dit et ce qui n'a pas le droit d'être dit. Alors, c'est évidemment, alors vous avez plein de choses là-dessus. Vous avez les lois mémorielles, vous avez toutes les lois qui viennent lutter contre la haine, vous avez toutes les lois contre les discriminations, toutes les lois qui vont concerner la diffamation, et donc toutes les lois sur les délits de presse. Et donc tout ça, ce sont des lois qui viennent entraver la libre pensée, la libre expression de la pensée. Votre pensée fût-elle totalement, et vos pensées fussent-elles totalement mauvaises et erronées, peu importe. Il n'en demeure pas moins qu'on a de moins en moins le droit d'exprimer un certain nombre de pensées. Et donc, dès que votre pensée va devenir ce qu'on appelle alternative, différente, qu'elle ne va pas être dans le flot de la bien-pensance médiatique imposée par cet état profond, eh bien, vous serez au mieux catégorisé dans la catégorie et mis dans la catégorie complotiste, vous serez un auteur de fake news, et évidemment, si ça suffit pas pour vous faire taire, eh bien, on vous enverra la police, la vraie police qui vient faire police de la pensée maintenant, parce que vous aurez tenu des propos que certains estiment outranciers, et qui, quand bien même ils le sont, méritent peut-être d'être combattus, débattus, mais ne méritent peut-être pas de confier des enquêtes à des services de police qui, à mon avis, vu l'actualité, ont bien d'autres choses plus utiles à faire. Alors, dans ces outils, vous avez évidemment la publicité. Et la publicité, c'est un vrai sujet. Et je vais vous expliquer, je vais vous citer le passage qui explique pourquoi la publicité est un véritable problème. Donc, la pub, une machine à laver le cerveau. D'accord ? C'est quelque chose que vous allez trouver page 58. Pareil, c'est un papier passionnant, très intéressant, qui mérite d'être lu parce qu'il alimente considérablement la réflexion de tous. L'un des principaux vecteurs de l'idéologie dominante constitue aujourd'hui la publicité qui, sous prétexte de vendre des biens de consommation, véhicule un ensemble de valeurs implicites conformes aux impératifs de l'état profond. Et pour cause, le discours publicitaire se trouve pris en étau entre l'intimidation médiatique de groupes militants, généralement ultra-progressistes, et les normes de censure imposées par les pouvoirs publics. Le politiquement correct bénéficie par là même d'une arme de propagande redoutable. Eh bien, aujourd'hui, vous avez une pression phénoménale qui s'exerce sur l'ensemble des marques. Notamment parce que les marques sont devenues globales, elles sont devenues mondiales avec la mondialisation, la globalisation. Et donc vous ne pouvez pas vous aliéner dans votre discours publicitaire en tant que marque. Vous êtes là pour faire de l'argent, a priori pas là pour faire de la politique, vous êtes là pour faire de l'argent, pour vendre votre produit, et donc vous vendez votre produit sur la terre entière. Ça veut dire par définition que vous vendez votre produit à des gens qui mangent des nems, à des gens qui mangent des pitas, à des gens qui mangent qui vont piler le mil, etc., etc. Donc vous vendez à des Asiatiques, vous vendez à des Hindous, vous vendez à des Noirs, vous vendez sur la totalité des continents, et donc vous ne voulez pas vous aliéner une partie ou une autre de vos consommateurs. Prenez par exemple le cas de L'Oréal. Eh bien, L'Oréal vend aussi bien des shampoings pour les cheveux blonds tout secs que pour les cheveux frisés des afros, etc., etc. Et donc, cette marque-là, pour ne prendre que celle-là, elle va être obligée d'être dans une bien-pensance globish, globale, où on ne veut s'aliéner personne. Et donc, la publicité va effectivement véhiculer ça et devenir une arme redoutable des mondialistes, des globalistes, d'une partie de cet état profond qui va utiliser ça, et le mécanisme qu'il y a derrière est extrêmement compréhensible. Et donc là, vous avez
des schémas mentaux et des schémas publicitaires qui vous sont martelés à longueur de temps, que ce soit via les réseaux sociaux et les pubs que vous pouvez trouver dans les réseaux sociaux des grandes marques, ou que ce soit évidemment sur les médias mainstream, c'est-à-dire les grands médias classiques. Justement, transition idéale pour parler des médias mainstream, qui sont la caisse de résonance de l'État profond. Alors, je vais vous chercher la petite partie. Là, voilà. Média mainstream, c'est là, c'est cette partie-là. On est en page 51. Dès qu'on aborde la question de l'influence de l'État profond dans les médias, ces chiens de garde vous qualifient de complotistes et de fascistes faisant le lit du Rassemblement national. Pourtant, les citoyens voient bien qu'il y a quelque chose de pourri dans ce royaume clinquant, sans en connaître forcément tous les dessous. Intéressons-nous à la seule vérité des faits à travers quelques cas concrets et emblématiques, notamment de manipulation de l'opinion. Et ça, c'est un article, je ne vous en dirai pas plus, mais c'est un article qui est très intéressant à lire. Netflix, on va s'y arrêter un petit peu plus longtemps. Oui, je vais pas vous lire tout le bouquin, hein, c'est pour ça que sur certaines parties, je vais faire très court. Netflix, ça, c'est super important. Pourquoi c'est super important? Parce que déjà, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, vous êtes a priori appétant à ces nouveaux outils, à ces nouveaux services, et à Netflix, par exemple. Et Netflix est une réussite commerciale absolument fantastique, extraordinaire, et c'est une très très belle réussite. Et Netflix, la nouvelle vitrine culturelle de l'État profond. On est à la page 69, c'est passionnant également. L'idéologie dominante était surtout imposée jusqu'à présent par les médias mainstream, par les organes de la grande presse et les cercles d'influence. Aujourd'hui, elle s'affiche sur des supports culturels nouveaux. Avec une force de propagande aussi subreptice qu'efficace, Netflix incarne parfaitement cette mutation. Le service de streaming est peut-être devenu même le principal instrument de formatage politique et idéologique à travers le monde. Alors, vous verrez, c'est la page 72, on va lire. Netflix est une entreprise jeune du point de vue de l'âge moyen de ses employés, de la nouvelle économie là, installée en Californie, bastion de la bienveillance, de l'environnementalisme, bon teint, blabla. Lors de la précédente élection présidentielle américaine, 98% des donations provenant des employés de Netflix ont été attribuées au parti démocrate, officiellement autodéclaré parti des minorités. Au sein de Netflix, le pluralisme des opinions est un vain mot et la ligne idéologique progressiste est fièrement revendiquée, évidemment aux antipodes de l'Amérique souverainiste de Trump, jugée rance et rétrograde. L'idéal Netflix, c'est le cosmopolitanisme qui doit y être à tout prix défendu. Pour ce faire, on estime nécessaire de rebâtir un socle de représentation à partir du matériau fictionnel dont on sait la commode plasticité. Alors, il parle après de tout ce que va véhiculer évidemment les films et les séries Netflix. Et donc une étude récente menée par l'INED et par l'INSERM souligne en outre la surreprésentation marquée des thèmes liés à l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre à partir d'un corpus étendu de séries récentes diffusées par la plateforme entre 2015 et 2020. Donc l'INED et l'INSERM, deux organismes publics, ont étudié tout ça entre 2015 et 2020, 50 séries Netflix. À l'échelle de l'existence de Netflix, c'est quelque chose qui est évidemment très significatif. Toutes particulièrement populaires, ces séries, auprès d'une audience jeune, sur un ensemble de 65 épisodes. Près des 3/4 abordaient ces sujets. Voilà, donc évidemment, on classifie les acteurs et les personnages de fiction selon leur couleur de peau, on en tient même une comptabilité précise dont on rend compte lors de rapports annuels portant sur la gouvernance sociale et environnementale. On revendique la pratique du race bending, l'orientation raciale, autrement dit le remplacement intentionnel d'une figure blanche parce qu'on appelle pudiquement un POC, une person of color, au motif d'un rééquilibrage des inégalités sociales, etc., etc. Donc, pareil, ça c'est passionnant. Derrière Netflix, il y a quelque chose de très profond. Il y a une véritable idéologie, il y a une volonté de déconstruire un certain nombre de choses. Et donc ce média sert clairement d'outil de propagande à un certain nombre de gens.
On aime, on n'aime pas, on n'adhère pas, mais politiquement, c'est très intéressant de soulever le lièvre, de soulever le sujet, et puis d'en débattre, et de rendre conscients les gens. Peut-être est-ce parfaitement justifié, peut-être est-ce totalement injustifié, peut-être est-ce excessif, peut-être cela devrait-il l'être un peu moins, peu importe comment vous allez vous situer sur le raisonnement et sur la palette, peu importe, c'est les convictions de chacun, mais force est de constater qu'en termes démocratiques, ça devrait évidemment pouvoir se discuter. Et ça devrait pouvoir se discuter sans qu'on soit en train de s'insulter, de s'invectiver ou de se jeter des anathèmes, espèce de fasciste, espèce de cosmopolite, espèce de sans-nation, espèce de raciste, etc., etc. On devrait pouvoir au contraire aborder ces sujets-là, et c'est fondamentalement important de pouvoir les aborder justement de manière démocratique. Alors derrière, il y a des groupes différents mais aux intérêts convergents. Là-dedans, il n'y a aucun complot en réalité. Parce que le complot, ça serait quelque chose de complètement caché et avec un tout petit groupe, etc., etc. Non, là, vous avez aucune théorie du complot. Vous avez en réalité des intérêts convergents d'un certain nombre de catégories, notamment autour du big business et de l'argent, qui ont des intérêts convergents. Et donc, ces groupes-là, vous allez les trouver, l'un des plus connus, le groupe Le Siècle. Alors, le groupe Le Siècle, là, j'en étais... Je crois, numéro 5, donc ça va être le 4, là, ma petite vignette 4 qui doit être là, je suis perdu, excusez-moi, non c'est Netflix, donc j'ai mal noté mes machins, si c'est bon, voilà. C'est bien ça, c'est le 5, Le Siècle, un grand club d'influence, évidemment. Alors ce sont les dîners du siècle, il existe en France un certain nombre de clubs d'influence, dont Le Siècle, mais on peut parler de la franc-maçonnerie, de certaines loges, on peut parler de certaines officines professionnelles, certains syndicats professionnels qui vont avoir énormément d'influence, de certains lobbies. Voilà, enfin, vous avez évidemment énormément de groupements, de regroupements, d'intérêts qui vont essayer de faire passer leurs décisions, faire passer leurs intérêts avant ceux des autres. Vous avez la Fédération française des bars et des restaurants qui explique à quel point il ne faut surtout pas fermer les bars et les restaurants parce que ce n'est pas de leur intérêt de faire fermer les bars et les restaurants. On peut le comprendre évidemment, donc eux vont prêcher pour leur paroisse, et puis l'État va dire si je ferme quand même les bars et restaurants parce que si, parce que ça, parce que risque sanitaire, blablabla. Ce n'est qu'une illustration que je voulais vous donner. Elle ne vaut rien de plus qu'une illustration. Dont Le Siècle est peut-être le plus représentatif des cercles d'influence. Ces cercles mondains affichent volontiers une transparence et une ouverture qui contrastent en réalité avec leur goût du secret et un recrutement trié sur le volet. Dans ces dîners feutrés se fréquentent les élites du pouvoir, des médias et des affaires. Les participants y entretiennent ainsi un réseau de contacts haut placés, unis autour de l'idéologie dominante, le néolibéralisme, le libre-échange, la défense de l'Union européenne et la critique du populisme. Autant vous dire qu'il y a très très peu de chances que votre serviteur ici présent soit un jour invité à dîner au siècle. Parce que si on m'invitait, en revanche, je serais très curieux d'aller voir. Ça, c'est sûr. Non, bon entendeur, salut. Mais je n'y crois pas du tout. Rassurez-vous. Vous n'avez pas que Le Siècle, évidemment, comme groupe d'influence bien connu. Vous en avez un autre qui défraie régulièrement la chronique et c'est le groupe Bilderberg. Le groupe Bilderberg et l'oligarchie mondiale, c'est un groupe qui, quand il se réunit, alors là, ça déchaîne les passions, notamment complotistes, parce que si vous parlez du groupe Bilderberg, qui existe, qui a son site internet, eh bien, vous allez irrémédiablement rejoindre le clan et la catégorie des complotistes. Le groupe Bilderberg incarne un de ces réseaux fréquentés par le gratin du monde international de la politique et des affaires. On lui prête une influence majeure sur les grandes orientations internationales, mais derrière ce club, c'est toute la question de l'oligarchie planétaire qui commence à se poser. Les hommes les plus puissants savent souvent s'allier pour défendre leurs intérêts dans une économie où une poignée de milliardaires deviennent plus riches que tout le reste de la population. Et
bien plus puissant que beaucoup d'États. Car la réalité, c'est celle-là, c'est que quand vous détenez des centaines de milliards, vous devenez plus puissant que beaucoup d'États et donc vous pouvez même acheter quasiment des États. Vous avez une puissance financière qui vous permet d'avoir accès à peu près à n'importe quel chef d'État, à lui parler, à ses conseillers, etc., à implanter une entreprise, à créer un bureau, à mettre de nouveaux entrepôts, que sais-je. Et puis tout ça, ça vous donne un pouvoir absolument considérable et en général, les intérêts d'un milliardaire sont assez convergents avec les intérêts d'un autre milliardaire et eux-mêmes avec les intérêts d'un troisième. Et quand on se retrouve dans un groupe qui s'appelle Bilderberg, on se fiche bien du nom, c'est simplement une réunion, vous en avez une autre, qui est le World Economic Forum, le WEF à Davos, où vous avez également tous les puissants du monde qui se rencontrent, et qui fait moins complotiste que le Bilderberg, mais pourtant c'est exactement la même logique. Vous avez des gens très puissants, extrêmement riches, qui se rencontrent, et qui ont des intérêts convergents à défendre. Et effectivement, ces intérêts convergents, nous allons les voir plus tard, mais c'est à travers le néolibéralisme, le mondialisme, un autre. Et ça, c'est un monsieur qui est extrêmement connu et qui a une influence considérable, c'est évidemment George Soros. S'il est un homme qui incarne mieux qu'aucun autre la connivence de l'État profond, de la gouvernance mondiale et des grands intérêts financiers, c'est bien George Soros. Milliardaire américain d'origine hongroise, il a fait fortune en spéculant sur les devises et les actions, provoquant notamment une grave crise monétaire au Royaume-Uni. Après avoir parié à la baisse sur la livre sterling en 92, ce financier sans scrupules n'en est pas moins un philanthrope, entre guillemets, qui investit des sommes colossales pour défendre ses idées politiques, ouverture tout azimut des frontières, libération des mœurs, primauté des droits individuels sur les devoirs collectifs, etc., etc. Donc, George Soros, c'est l'individualisme, c'est la libération des mœurs, c'est évidemment le globalisme dans tout ce qu'il recouvre, de positif et de mauvais. George Soros, c'est un homme qui a combattu le communisme qui a toute sa vie. Et donc son logiciel mental est évidemment complètement marqué par ce combat contre l'idéologie communiste. Alors, au service d'un objectif, tout ça. Alors, vous voyez comment j'ai essayé de vous structurer c'est le seul reproche que je ferai à ce petit papier, enfin à ce dossier. Il est absolument passionnant, mais je trouve qu'en termes de construction, on pouvait faire quelque chose de plus logique. Et donc, il y a un objectif. Il y a un objectif à tout ça. Donc, vous voyez, il y a des outils, la télé, la pub, Netflix, les médias, il y a des outils. Et ces outils-là, ils véhiculent une idéologie qui est portée par des groupes et par des gens qu'on a bien identifiés, on sait de qui il s'agit. Et ces gens-là, ils ont un objectif. Et en anglais, on dit on a un agenda. Et donc cet agenda, c'est la gouvernance mondiale. Mais pourquoi la gouvernance mondiale ? C'est pas parce que j'ai envie d'avoir une gouvernance mondiale. C'est parce qu'une gouvernance mondiale va permettre de s'affranchir de la démocratie, du contrôle des peuples. Parce que on va pas tous aller voter pour un président du monde. Ça va être un peu compliqué. 8 milliards à aller mettre le même jour le bulletin dans l'urne pour définir le président du monde qui va faire campagne dans 200 pays, dans 200 langues différentes. Ça va être un peu compliqué. Donc vous inquiétez pas, on va vous définir votre gouvernance mondiale et puis vous obéirez. Et donc l'objectif, c'est l'éradication de tous les contre-pouvoirs. Et les contre-pouvoirs, pourquoi ? Parce que si vous avez des contre-pouvoirs, vous avez des choses qui vont vous empêcher de faire votre big business à vous, vos affaires. Vous allez avoir des entraves. Et ces entraves, elles sont représentées et portées par les nations. Les droits de douane, c'est l'entrave la plus facile à mémoriser ou à comprendre. Si je mets des frontières avec des droits de douane pour tous les produits qui rentrent, eh bien j'entrave mes grandes multinationales et les grands patrons milliardaires qui se retrouvent chez les Bilderberg. Les religions, mais il n'y a pas plus emmerdant qu'une religion qui a une moralité. Tu consommeras pas trop, tu feras attention quand même, occupe-toi de ton prochain, prends soin de ton voisin, aide ton frère. Enfin bon, c'est extrêmement emmerdant parce que ça vous met une moralité. Donc ce sont des entraves. Alors là, vous avez des entraves morales, des entraves psychiques, mais vous avez des entraves quand même. Donc le big business, le totalitarisme marchand, il est en guerre frontale contre toutes les religions, pas une, pas deux, contre toutes les religions, et il va même instrumentaliser certaines religions contre d'autres, diviser pour mieux régner, on voit très bien la logique, mais les religions sont une évidente entrave
au totalitarisme marchand parce que ça implique une moralité, une morale, une manière de vivre, de se comporter. Et donc il y a des choses qu'on va accepter, d'autres qu'on ne va pas accepter quand on adhère à une religion et qu'on a une spiritualité. Les normes, évidemment, les normes, les moralités, je suis un homme blanc de moins de 50 ans, blablabla, blablabla, je suis un homme noir, bon, et il faut se définir de manière raciale ou ce genre de choses. Bon, là aussi, on est dans une notion de confrontation, on est dans une notion de division, on oppose les uns aux autres. Pourquoi ? Parce qu'on veut déconstruire les normes. À quoi ça rime de se dire « Bonjour, je m'appelle Charles, je suis transgenre, je me définis comme transgenre de couleur marron avec une barbe blanche. » Waouh ! Ça veut dire quoi ? C'est pas ça, Charles, vous comprenez ? Je ne vais pas me définir de cette manière-là. On voudrait que je me définisse de telle ou telle manière. On exige de vous que vous vous définissiez de telle manière sur votre orientation sexuelle. Alors, vous êtes transgenre, vous vous sentez femme, vous vous sentez homme, vous vous sentez hétérosexuel, mais ça n'a rien à voir avec qui je suis, ça. C'est une orientation sexuelle, ce n'est pas ce que je suis, ce n'est pas ce que je vis, ce n'est pas ce que je pense, c'est une dimension de ma personnalité, mais ce n'est pas ma personnalité. Si je suis tatoué, je ne me définis pas forcément que comme quelqu'un de tatoué. Je pense donc je suis et accessoirement je suis tatoué. Je pense donc je suis, j'existe, je fais des choses, des réalisations et accessoirement je suis transgenre, lesbienne, homosexuelle, que sais-je, et je m'en contrefous. Et pourtant, ces normes-là, évidemment, elles sont autant de contre-pouvoirs à l'avènement d'un objectif ultime qui est un consommateur complètement décérébré. Et donc tous ces contre-pouvoirs sont autant d'entraves au pouvoir sans limite du big business que moi j'appelle le totalitarisme marchand et donc les multinationales. Et l'objectif final, c'est l'avènement d'un individu nouveau, ni homme ni femme, sans identité, sans origine, sans histoire, ni passé, soumis au marketing, à la publicité, lobotomisé, bref, on veut faire de vous un consommateur parfait, quoi qu'on vous vende, vous allez être suffisamment crétin pour l'acheter, quand bien même vous n'en avez pas besoin, quand bien même vous n'avez pas l'argent pour l'acheter, quand bien même c'est pas utile, quand bien même c'est pas dans votre intérêt, et c'est surtout quand bien même c'est pas dans votre intérêt. Et ça, c'est remarquable, l'idée c'est ça, c'est de construire quelqu'un, un individu, un homme, qui va être capable d'avaler des choses qui ne sont pas dans son intérêt. Et c'est un petit peu ça, le monde que l'on essaye de vous façonner. Alors, je ne peux que vous conseiller l'achat, l'acquisition, l'investissement dans cette série dont je ne suis pas actionnaire. Voilà, et je ne gagne pas 1 centime d'euro. Je sais, elle est un petit peu chère, 14,90 €. Mais si vous vous intéressez à l'état profond, si vous vous intéressez au cercle d'influence, au réseau parallèle, à comment ça marche, c'est incontournable et c'est un superbe dossier. Sans doute l'un des documents et les dossiers les plus aboutis qui à aucun moment n'est complotiste dans le sens où nous sommes là-dedans que dans des faits, que dans des choses qui sont vraies. Il n'y a pas de mensonge, pas de manipulation. Il y a une véritable dissection quasiment chirurgicale du fonctionnement de la société, de ces cercles d'influence, des outils qui sont utilisés, donc encore une fois, des outils, des gens à travers des cercles et des regroupements, et puis évidemment un objectif final qui était celui que j'essayais de vous définir ici, donc avec un agenda. Voilà ce que je voulais vous dire et partager avec vous. C'est pas très économique en soi, mais pourtant ça concerne chacun de nous, notre avenir, et donc par conséquent c'est fondamentalement économique, car au fond, derrière tout ça et derrière cet état profond, il y a bien entendu la volonté de domination, l'argent et le pouvoir. Alors, si cette vidéo vous a plu, évidemment vous la partagez, vous la faites suivre, vous la faites circuler, vous me mettez mon bon doigt et mon gros doigt de Schtroumpf, vous vous abonnez à la chaîne Le Grenier de l'Écho, et puis vous pouvez aussi me retrouver tous les jours sur le site insolenciae.com où vous pouvez vous abonner gratuitement à ma newsletter, la lettre d'information gratuite. Alors voilà, je ne vous ai pas tout spoilé, c'est-à-dire tout divulgaché sur ces 160 pages d'enquête. Mais franchement, je pense que ceux qui feront l'acquisition de cet ouvrage et pour qui ce n'est pas fait, vous allez adorer. Moi en tout cas, j'ai adoré. Ça se lit très bien, c'est extrêmement bien écrit, c'est très riche, c'est intellectuel. Bref, vous savez quoi ? Ça vous rend intelligent. Et dans ce monde de grande stupidité, c'est quand même super chouette et super agréable
de voir des revues qui vous rendent intelligents et je continuerai tout au long de cette année qui se termine à partager avec vous les revues qui m'aident, à défaut d'être intelligent, en tout cas, à réfléchir et à penser librement et par moi-même. Et modestement, ce que j'essaye de faire sur cette chaîne, c'est simplement de vous permettre de penser librement et donc de vous soumettre, non pas ma vérité ou des vérités, mais des éléments de réflexion pour vous alimenter. Merci les amis, à très bientôt, je vous retrouve la semaine prochaine, prenez bien soin de vous et je vous souhaite une belle semaine. Salut les amis, merci.